regroupe 3000 à peu près experts de par le monde, spécialistes en matière climatique, et ce groupe remet à peu près tous les 5 ans un rapport à destination des décideurs politiques et économiques de la planète pour leur faire un état de l'avancement de la connaissance scientifique en matière de réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC remonte à 2007. Il a mis en évidence un certain nombre de recommandations et surtout un certain nombre de conclusions. Parmi ces conclusions, on peut en tirer quelques-unes. Premièrement, le réchauffement climatique est une réalité scientifique indubitable. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, depuis le début de la révolution industrielle, les formidables émissions de gaz à effet de serre ont eu pour effet de piéger des quantités impressionnantes de gaz carbonique à l'échelle de la planète, ce qui a eu pour effet de réchauffer l'atmosphère et donc la température globale de la Terre. La deuxième des conclusions, et la conclusion qui est vraiment importante, c'est que le GIEC nous dit dans son rapport qu'il appartient à l'humanité de tout faire pour que le réchauffement que nous vivons actuellement soit limité à 2 degrés au maximum. C'est-à-dire que nous devons tout faire aujourd'hui, ou en tout cas l'humanité, les pouvoirs publics, les gouvernements, le monde économique, les citoyens en général, pour réduire, en tout cas faire en sorte que la température de la planète n'augmente pas de plus de 2 degrés. C'est un seuil qu'ils estiment qu'il faut absolument ne pas franchir, parce que si on dépasse ce seuil, d'après ces scientifiques, l'humanité, le climat risque de se dérégler à une ampleur et à une vitesse dont on ne pourra plus gérer les conséquences catastrophiques dramatiques. Donc il appartient sérieusement à l'humanité de voir dans quel cap elle s'oriente pour faire en sorte et mener un certain nombre d'actions pour réduire encore une fois les émissions de gaz à effet de serre, pour que la température de la planète n'excède pas ce seuil de 2 degrés, parce qu'au-delà, les scientifiques disent que nous entrons dans ce qu'ils appellent le saut dans l'inconnu. C'est un point de non-retour. Le souci, c'est que dans ce même rapport de 2007, les experts du GIEC ont émis un certain nombre de scénarios. Ils ont modélisé un certain nombre de scénarios du plus optimiste au plus pessimiste, en prenant en considération les efforts encore une fois de l'humanité pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que depuis 2007, un certain nombre de données scientifiques sont apparues et sont tombées dans un certain nombre de revues qui font que parmi les différents scénarios que le GIEC avait modélisé, c'est le scénario le plus noir qui risque de se profiler à l'horizon 2050-2100. Et ce scénario le plus noir, alors que tout à l'heure je vous disais qu'il fallait tout faire pour que le seuil de 2 degrés ne soit pas dépassé, c'était un réchauffement de la planète qui dépasserait les 5 degrés et qui serait situé entre 5 et 6 degrés. Vous imaginez un peu les conséquences en matière de cataclysme climatique, mais pour pouvoir vous donner un peu des points de comparaison, on va revenir sur l'année 2010. Alors l'année 2010, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est autant l'année la plus chaude depuis 1880, mais c'est également une année qui a été caractérisée par des phénomènes climatiques extrêmement violents. Des inondations de grande ampleur en Australie, jusqu'au la sécheresse qu'a connue une partie de la Russie, qui a finalement, je ne sais pas si certains se souviennent des images, qui a plongé Moscou dans une détresse incroyable, et surtout, et là je pense que beaucoup d'entre vous ont encore les images dans la tête, les inondations d'une ampleur historique qu'a connue le Pakistan en septembre dernier. Ces inondations avaient fait 20 millions de déplacés, 20 millions de sinistrés du fait des pires inondations que le Pakistan a connues depuis son indépendance en 1947. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, 2 revues américaines distinctes, publiées dans la revue, 2 études américaines publiées dans la revue Nature, à la fois distinctes et indépendantes, ont mis en évidence de manière indubitable la corrélation entre réchauffement climatique et inondation au Pakistan. C'est-à-dire que le réchauffement climatique a été à l'origine des inondations et des phénomènes climatiques extrêmement violents et terribles qu'ont connu un certain nombre de pays, et notamment le Pakistan.
Si je vous dis ça, c'est que finalement, ce qu'a connu un certain nombre de pays dans l'année 2010, ce n'est qu'un aperçu de ce qui risque de se produire dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, si nous rectifions pas le tir. Et un certain nombre d'études des Nations Unies mettent en évidence que si jamais on poursuit encore dans l'orientation qui est la nôtre, ce ne sera pas 20 millions de déplacés qu'on aura à traiter dans un pays. Mais ce chiffre pourrait, écoutez bien, atteindre le chiffre étourdissant de 400 millions de déplacés, de réfugiés climatiques. C'est ce qui risque d'attendre une grande partie de l'humanité si, encore une fois, nous ne rectifions pas le tir et nous n'essayons pas de réduire les effets du réchauffement climatique. Et parmi les pays pauvres qui subiront de plein fouet les effets de ce réchauffement et les cataclysmes et les phénomènes climatiques violents, vous avez un pays en particulier qui s'appelle le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est 200 millions d'habitants. Pourquoi le Bangladesh? Parce que le réchauffement climatique a pour effet, comme son nom l'indique, de réchauffer la température globale, l'atmosphère terrestre. Et donc mécaniquement, vous avez les glaciers du Groenland, la banquise et tout ce qui se trouve dans l'Antarctique qui commence à fondre. Et qui commence à fondre à un niveau impressionnant. Je lisais il y a 2 semaines des articles scientifiques où la banquise du pôle Nord a été, la superficie de la banquise du pôle Nord, c'était la plus étroite, la plus réduite, jamais enregistrée depuis 30 ans. Et en fait, à mesure que la planète se réchauffe, les fontes des glaciers s'accentuent. Et comme le Bangladesh est situé au niveau de la mer, et comme c'est un pays pauvre, et comme il n'aura pas d'argent et qu'il n'a pas d'argent pour s'adapter à ce réchauffement climatique, le Bangladesh et ses 200 millions d'habitants risquent d'être, à très court terme, confrontés à des difficultés insurmontables. Voilà pour vous donner les effets directs, pour que vous ayez un peu la compréhension entre le réchauffement climatique et ce qui risque de se produire en termes d'effets destructeurs. Et c'est finalement l'une des choses, parmi les choses les plus tristes de ce dérèglement climatique, c'est les pays pauvres, finalement, qui sont pour le moins responsables du réchauffement de la planète, vont être ceux qui vont en pâtir le plus. Et les pays du Nord, les pays riches, qui finalement sont à l'origine de ce phénomène, parce que c'est eux les premiers à avoir développé cette civilisation basée sur la consommation et la production à outrance, vu qu'ils ont de l'argent et qu'ils pourront s'adapter au réchauffement climatique, finalement être le moins touchés par ce réchauffement dont ils sont pourtant à l'origine. C'est ce qui fait dire à l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, connu pour son combat lors de l'époque de l'apartheid, que nous vivons, en plus des dégâts qui risquent de se produire, un apartheid écologique. Alors, voilà pour ce qu'il en est autour de la première partie que je voulais évoquer sur cette réalité de la crise écologique qui nous attend. Je n'ai pas le temps évidemment d'aller dans le détail, j'ai fait très schématique et je vous renvoie aux ouvrages, la littérature sur la question. Et moi, des ouvrages, si je peux vous les conseiller, qui m'ont particulièrement éclairé, sont ceux du journaliste Hervé Kampf, spécialiste des pages écologie dans le quotidien Le Monde, dont franchement je vous recommande vraiment la lecture pour aller un peu plus dans le détail et vous aurez l'ensemble de ces informations. Donc après avoir donné ces quelques éléments sur cette réalité et sur ce qui risque de se produire, il va s'agir, pour moi maintenant, dans l'exposé que je vous propose, il va s'agir de revenir sur finalement notre éthique, nos sources, le Coran et la Sunna. Et la première des choses à dire, c'est que les musulmans devraient finalement se réconcilier avec leurs sources islamiques, car on y trouve finalement une philosophie générale profondément écologique. On va prendre quelques versets et vous allez voir où je veux en arriver. Le premier des versets que je vais évoquer avec vous, c'est le verset qui renvoie à la dimension de l'amana. Où Allah Azza wa Jal nous dit, في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Allah Azza wa Jal vous ordonne, vous exhorte de restituer le dépôt à qui de droit et de juger parmi les gens avec justice et équité. Et en fait, ça c'est un principe islamique qui vaut pour n'importe quel dépôt que vous laissez à quelqu'un. Si on vous laisse un dépôt, un ami, un proche, le minimum de l'éthique du musulman, c'est de restituer le dépôt en question
dans l'état dans lequel il vous a été confié. C'est le principe du dépôt et c'est une obligation islamique. Mais si on va un peu plus dans le détail, ou plutôt si on élargit un peu plus la perspective, et si on prend un peu de hauteur de vue, finalement le premier des dépôts qui a été donné à l'être humain, n'est-il pas le dépôt de la nature, de ces écosystèmes qui nous permettent finalement de vivre? C'est le premier des dépôts, et à la lumière du verset qu'on doit avoir, finalement on doit restituer ce dépôt dans l'état dans lequel il nous a été donné. Et le problème, c'est que ce dépôt aujourd'hui, tout l'équilibre naturel de la planète est aujourd'hui mis à mal et mis en péril par un mode de vie que l'on, jour après jour, on le continue, on le poursuit, qui finalement dégrade ce dépôt qu'Allah Azza wa Jal a mis dans la main. Mais le verset que je viens d'évoquer résonne avec d'autres versets du Coran, et il faut le lire à la lumière d'un autre verset, في سورة البقرة, où Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et rappelle-toi lorsque Allah Azza wa Jal a dit aux anges, je vais mettre un vicaire, un gérant sur cette terre. Et les Mufassiroun se sont beaucoup penchés sur cette thématique du khalifa, qu'on peut traduire finalement comme celui qui gère quelque chose qui n'est pas à lui. Il est vicaire finalement, c'est presque un locataire. Le problème, c'est que quand Allah Azza wa Jal nous dit ça et qu'il nous donne la gestion de la terre, c'est pas une gestion qu'on doit avoir et qu'on doit comprendre comme étant illimitée et absolue. C'est une gestion qui doit être raisonnée, qui finalement doit être vécue et lue en fonction de ce qu'on appelle wufqa sunanillah, en fonction des traditions divines. Et les traditions divines, c'est ce que rappelle Cheikh Al-Qardawi hafidhahullah dans un de ses ouvrages, et il faut rendre hommage à ce Cheikh Al-Qardawi